Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les plus grands criminels de l'histoire font la une du numéro d'hiver du magazine Détour en Histoire. Franck Ferrand y a participé. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est le numéro 7 de Détour en Histoire déjà, vous vous rendez compte? C'est vrai que je me sens un peu chez moi dans ce magazine. Son rédacteur en chef est avec nous, ainsi que le grand spécialiste des tueurs en série, Stéphane Bourgoin. Si j'en crois nos auditeurs, il est très attendu. Vous avez la cote sur Twitter, Stéphane Bourgoin. Mes invités sont venus avec leurs propres convives, Gilles de Rais, Jacques Léventreur, Landru, même Marie Bénard, dont je vais vous rappeler l'histoire dans un instant. À la fin de l'émission, je répondrai à la question de Jean-Baptiste qui voudrait connaître l'origine des mariages morganatiques chez les souverains. Autant dire que nous allons avoir aujourd'hui plusieurs façons de plonger au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Tout a commencé à la Toussaint 1947, exactement 7 jours après la mort de Léon Besnard. Léon Besnard était mort le 25 octobre. Louise Pintou se trouve être la locataire du couple Besnard et pour le week-end de la Toussaint, elle se rend chez ses amis, les frères Massip, au château de Montpensier. Le château de Montpensier est pas très loin de là, à Vézières. Auguste Massip lui demande de quoi est mort Léon Besnard. C'est une question qu'il a oublié de poser au moment de l'enterrement. C'est vrai que ça fait partie des questions qu'on se pose quand même, savoir de quoi le défunt est parti. Et là, Madame Pintou regarde autour d'elle, elle baisse la voix et elle confie à ses amis que Monsieur Besnard, Léon, est mort empoisonné. Et, précise-t-elle, empoisonné par Marie. Et elle leur raconte un entretien qu'elle aurait eu avec lui, en tête-à-tête, la veille de sa mort. Léon Besnard lui aurait même déclaré qu'il avait remarqué, lors d'un petit séjour au Libourreau, le Libourreau c'est un village dont est originaire Marie Besnard, que sa femme, je cite, avait versé la soupe dans une assiette qui contenait déjà du liquide. Oh, ça intéresse beaucoup Auguste Massip. Il est un petit peu incrédule, mais quand même, il cherche à en savoir davantage. Alors, il ouvre son dictionnaire médical et il connaît bien les symptômes dont souffrait Léon Besnard. Il regarde et il sait qu'il était atteint d'urémie. Or, aucun des symptômes de l'urémie ne correspond à ceux éprouvés par Léon avant de mourir. En revanche, quand vous ouvrez le dictionnaire médical à la rubrique arsenic, alors là, d'un seul coup, tout s'éclaire. Cette fois, Auguste Massip est convaincu d'avoir mis le doigt sur quelque chose de très grave. Il décide de prévenir la justice. Madame Pintou, elle, n'est pas d'accord du tout. Seulement, Auguste Massip écrit une lettre au procureur de la République. Lettre datée du 4 novembre 1947. Et 3 semaines plus tard, les gendarmes sont là pour l'interroger. Il va confirmer ses propos. Évidemment, les gendarmes vont aussitôt interroger Louise Pintou. Et elle réfute complètement la version d'Auguste Massip. Voilà ce que nous disent les gendarmes, c'est leur rapport. À aucun moment, c'est Louise Pintou qui parle, à aucun moment je n'ai dit à Monsieur Massip que Monsieur Besnard avait été empoisonné. D'ailleurs, je n'ai entendu aucun propos de Monsieur Besnard à ce sujet, bien que je sois allé le voir plusieurs fois au cours de sa maladie, qui a duré une 8aine de jours. On reconnaît bien le style administratif résumé, en quelque sorte synthétique de la police. Si l'on en croit les notes des gendarmes, nous dit Jacqueline Favreau-Colombier, il est à notre connaissance que Madame Pintou est fréquemment en congé pour neurasthénie et que Monsieur Massip est un illusionné qui a la manie d'écrire à n'importe quelle autorité, même au président de la République, pour lui exprimer sa pensée. On voit un peu le genre d'affaire. D'ailleurs, l'affaire est classée. Marie Besnard entend dire que la mort de son feu mari est suspecte. Ça, c'est important parce qu'elle le sait néanmoins. Elle sait qu'une enquête a été menée. Elle cherche à savoir d'où ça provient. Il y a pas mal d'hypothèses. Il faut dire qu'il y a pas mal de jaloux autour des Besnard. Elle apprend que Massip est le responsable de cette rumeur, mais que c'est Louise Pintou qui lui aurait mis la puce à l'oreille. Or, le dimanche 17 octobre 1948, on est donc quasiment un an plus tard,
le fameux château de Montpensier, le château des frères Massip, brûle. Et quand je dis qu'il brûle, il subit un incendie terrible, il brûle de fond en comble, les Massip perdent tout. Et évidemment, ils vont accuser Marie Bénard d'être à l'origine de cet incendie. Et pourtant, on a vite identifié les coupables de l'affaire, ce sont les enfants de leurs domestiques. Quand je dis on est quelques mois plus tard, le 5 février 1949, un cambriolage cette fois chez Madame Pintou. Certes, aucun objet de valeur n'est dérobé, mais tout ça contribue à créer un véritable climat de suspicion. Or, l'inspecteur Normand, qui visiblement connaît bien Madame Pintou, dit l'avoir convoquée le 26 avril 1949. En vérité, Madame Pintou est venue d'elle-même et elle fait des déclarations qui n'ont aucun rapport avec le cambriolage qu'elle vient de subir. Je cite « Il est exact que M. Bénard, sur son lit de mort, m'a fait des confidences. » Ah, ça c'est un revirement complet. Courant octobre 1947, une discussion orageuse a éclaté entre monsieur et madame Bénard. Cette dernière m'a même dit qu'elle avait été extrêmement violente et qu'elle avait été obligée de s'enfuir pour échapper sans doute aux coups de son mari. Elle ajouta qu'elle ne l'avait jamais vu ainsi. Le lendemain, les époux Bénard sont partis dans l'une de leurs propriétés au Lit-Bourreau. Quelques jours plus tard, ils sont revenus à Loudun et monsieur Bénard s'est aussitôt alité. Il avait été pris de vomissements qui ont continué par la suite. Après la consultation, Madame Bénard a raccompagné les médecins. Je suis donc resté seul avec Monsieur Bénard pendant quelques minutes. Il a recommencé à vomir. Je lui ai présenté une cuvette et il m'a dit, en retombant lourdement la tête sur l'oreiller, « Qu'est-ce qu'on m'a fait absorber ?» Je lui ai alors demandé « Qui donc ?» « Marie, a-t-il répondu, et il a ajouté « C'est au Lit-Bourreau. Nous allions manger la soupe, j'ai vu un liquide dans mon assiette et Marie a versé la soupe par-dessus. Je l'ai mangée et presque aussitôt, j'ai vomi. » Vous avouerez que lorsqu'on raconte des choses pareilles aux autorités, aux enquêteurs, ça ne peut que les inquiéter. C'est tout à fait normal. Le 9 mai 1949 est donc instituée une commission rogatoire. Elle émane du juge d'instruction de Poitiers et a pour objet cette mort suspecte de Léon Bénard le 25 octobre 1947. On pense qu'il est mort d'empoisonnement. Marie Bénard est aussitôt interrogée en tant que témoin. Le juge d'instruction de Poitiers ordonne le prélèvement des viscères de Léon, chose faite le 11 mai 1949. Or, le rapport dressé par l'inspecteur Normand le 12 mai 1949 sur le décès suspect de Léon Bénard à partir du cambriolage chez Madame Pintou démontre le mécanisme ingénieux de l'enquête. Marie est devant une sinistre évidence, nous dit Jacqueline Favreau-Colombier. Les ragots qu'on lui disait de mépriser ont pris maintenant une ampleur démesurée. En quelque sorte, cette femme est prise au piège, disons-le. Le 21 juillet 1949, Marie Bénard est inculpée pour le meurtre de son second mari, qui était donc mort en octobre 1947. Elle est accusée de l'avoir empoisonné à l'arsenic. Alors, il faut se remettre dans le contexte, dans cette petite ville de Poitiers que je connais si bien. On est au tournant des années 1950. La police va faire son enquête et elle l'a fait, vous allez le voir, avec les méthodes qui sont celles de l'époque. Un court extrait de la bande originale du film Arsenic et Vieille Dentelle, composé par Marc Stener. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la bonne dame de Loudun, comme on l'a surnommée, Marie Bénard. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun. Les inspecteurs Noquet et Normand vont tenter de faire avouer Marie Bénard. Eh bien, vieille filouse, vous allez l'avouer maintenant, vous avez fait bouffer de l'arsenic à votre mari. Faut-il qu'on vous tape sur la gueule pour vous le faire avouer ? Ça, ces propos qui paraissent un peu bizarres, ils sont dans les propres mémoires de Marie Bénard. Elle n'en démord pas, elle est totalement innocente, elle refuse d'avouer quoi que ce soit, bien entendu. Alors voilà un extrait du procès verbal de première comparaison
comparution devant le juge d'instruction. Toujours avec ce style un peu résumé, je nie le crime qui m'est reproché. J'ai été très surprise d'apprendre que l'expert a trouvé une dose d'arsenic dans les viscères de mon mari. Ce n'est pas moi qui l'ai empoisonné. Je me suis mariée avec Léon Bénard en 1929. Dès la première année de notre mariage, nous nous sommes fait une donation réciproque. J'ai payé ou je devais payer à l'enregistrement au décès de mon mari 750 000 francs, mais ce n'est pas cette raison d'intérêt qui m'aurait poussé à commettre cet empoisonnement. D'autre part, je n'avais pas à me débarrasser de mon mari car je n'entretenais aucune relation coupable avec l'Allemand, notre domestique. Je ne m'explique pas la dose d'arsenic et la présence d'arsenic dans les viscères de mon mari. Marie Bénard n'en est pas moins incarcérée à la prison de Poitiers et vous savez évidemment elle subit toutes les humiliations qui vont avec une incarcération, dépouillée de son argent, nous dit Jacqueline Favreau-Colombier, de ses papiers, de son alliance, de ses boucles d'oreilles, de sa croix d'or. Madame Bénard est obligée de se mettre nue et de se laisser examiner par la surveillante chef comme elle l'écrira dans ses mémoires, partout. À partir de ce moment, elle est au secret, c'est-à-dire seule dans une cellule. Les parloirs lui sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Qui est-elle, cette Marie Bénard qu'on vient d'emprisonner sous le soupçon d'empoisonnement? Elle était née le 15 août 1896 sur la commune de Saint-Pierre-de-Maillé dans la Vienne, une très très jolie commune, peut-être la plus jolie du département pour tout vous dire, au Libourreau très exactement, dans ce petit hameau, dans une famille tout à fait modeste. Elle a reçu l'éducation des sœurs à Angles-sur-l'Anglin, dans l'école laïque également de Saint-Pierre-de-Maillé jusqu'à 12 ans. À cette époque-là, elle tombe malade de fièvre typhoïde, ce qui explique qu'elle n'ait pas passé le certificat d'études. Elle-même, en 1953, a résumé son enfance. Je cite Marie Bénard. « J'ai toujours été très choyée, dorlotée et entourée d'une plus grande tendresse que des parents peuvent donner à leurs enfants. Mes parents étaient des cultivateurs possédant une maison d'habitation et quelques hectares de terrain que mes grands-parents leur avaient laissés. Toute jeune, ils me firent aimer le travail et dès que mes forces me l'ont permis, j'étais heureuse de me rendre utile pour les aider. » Le premier mariage de Marie intervient en 1920. Et ça c'est le mariage du bonheur. C'est le grand amour avec Auguste Antigny, qui est son cousin par ailleurs. Marie Bénard parle de 7 années ensoleillées. En 1929, dit-elle, dans notre 7e année, mon très cher mari fut pris d'une hémoptysie pendant 7 jours. Il rendait le sang à pleine cuvette malgré les piqûres et la glace que nous lui faisions sucer. Nous n'arrivions pas à arrêter ce maudit crachement de sang. Cette terrible maladie dura 6 mois et le 30 juin, une dernière hémoptysie se déclara pour se terminer le 1er juillet 1927. Ce 1er juillet fut pour moi le jour le plus douloureux de ma vie. J'aurais voulu suivre mon mari dans la tombe. Et pourtant, Marie Bénard va se remarier. Elle est totalement dépressive à cette époque, on peut le comprendre. Elle s'en va habiter chez une cousine, Pascaline, qui habite à Loudun. On est là en septembre 1928. C'est là qu'elle rencontre le pensionnaire des lieux. Il s'appelle Léon Bénard. Il a 2 ans de plus qu'elle. Il vit donc chez Pascaline parce qu'il s'est fâché avec sa famille. Et il va courtiser Marie Bénard. Il va la courtiser même une fois qu'elle est rentrée chez elle. Elle refuse toute avance. Eh bien, il écrit à ses parents. Bref, de fil en aiguille, petit à petit, ils vont finalement constituer un couple. Le 12 août 1929, le mariage est célébré à Saint-Pierre-de-Maillé. Le matin même, nous dit Jacqueline Favreau-Colombier, une lettre d'injure anonyme, ça on sait ce qu'il en est des lettres d'injure, trouble la fête. Il paraît que ça n'a rien d'anormal en Poitou. Oh, je vous rassure madame, ça n'a rien d'anormal où que ce soit. Moi j'en reçois parfois de ces lettres anonymes d'injure. Vous savez, c'est une grande spécialité de notre pays ça. On l'attribuera à la sœur d'Auguste Antigny parce qu'à une certaine époque, elle a espéré épouser Léon Bénard et qu'elle ne pardonne pas à Marie de lui avoir été préférée. Qui est-il ce Léon Bénard? Oh, il travaille dans une boutique de maréchal Ferrand, il adore les chevaux. En fait, j'ai envie de dire, c'est un brave homme. Alors, il y a tout de suite quand même une espèce de décalage entre les deux, puisque Marie est beaucoup plus fortunée, quand je dis beaucoup, est nettement plus fortunée en tout cas, que son mari. Léon a une bonne situation, mais il n'a pas, évidemment, il n'est pas aisé. Et il a fait une très bonne affaire en épousant Marie. Marie qui s'appelle Marie d'Availlot. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné son véritable nom. Et puis Marie est très économe, elle est très travailleuse. Bref,
idéal pour gérer un ménage. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils vont vivre de façon assez confortable et que, comme ça arrive bien souvent, ils font l'objet de toutes sortes de jalousies, ils reçoivent des lettres anonymes, on se met à prêter à Marie des amants, etc. Même si par ailleurs on l'appelle la bonne dame de Loudun, n'est-ce pas ? Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette bonne dame de Loudun n'est pas seulement suspecte d'avoir tué son mari, Léon Besnard. Les enquêteurs vont demander l'exhumation de bien d'autres corps. Au total, 13 exhumations. Auguste Antigny, donc le premier mari, alors dont elle était pourtant très amoureuse, Marie-Louise Lecomte-Labrèche, Toussaint Rivet, qui est un ami des Besnard, Pierre Davaillot, donc le père carrément de Marie Besnard, la grand-mère de Léon, Louise Labrèche, le père de Léon, Marcelin Besnard, qui est mort d'une embolie à l'âge de 58 ans, il faut dire, Marie-Louise Gouin, la mère de Léon, et puis Lucie Besnard et Blanche Lebeau, l'épouse Rivet, qui était très intime avec les Besnard, Pauline Lalleron, Virginie Lalleron, la sœur de Pauline, ainsi que Léon Besnard, bien entendu, et même Marie-Louise Antigny, la mère du premier mari, la belle-mère de Marie, qui est morte à l'âge de 87 ans. Est-ce qu'elle aurait eu au moins un mobile pour tout ça ? Eh bien, c'est précisément le problème de toute cette affaire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la tueuse en série Marie Besnard. Après 2 ans et demi d'instruction, 11 morts suspectes sont imputées au terrible poison de Marie Besnard, qui va devoir faire face à la cour d'assises de la Vienne pour un premier procès. En tout, il y aura 3 procès. Le premier se tient en février 1952 pendant 5 jours. Et ce qui apparaît assez clairement, c'est un manque de rigueur dans le transport des bocaux de viscères des restes de l'exhumation des corps. Entre Loudun et Marseille, on ordonne une contre-expertise. Ça, vous savez, il se trouve que j'ai pu assister, moi, à un grand procès d'assises. C'était justement le procès des médecins de Poitiers en 1986. Et j'ai vu jusqu'où peuvent aller les querelles d'experts, quand ils arrivent tous à la barre et qu'ils disent en gros le contraire l'un de l'autre. C'est assez stupéfiant. Le deuxième procès se tient à Bordeaux. Alors là, Marie Besnard, évidemment, est devenue une sorte de cause nationale. Il y a des gens qui viennent la soutenir. Je pense au grand chanteur Charles Trenet, Marcel Edrich également, qui est un journaliste de la grande presse et qui va la soutenir, qui va l'aider. La Cour rejette les conclusions de la partie civile et ordonne qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, ce qui fait qu'on remet Marie Besnard en liberté. Liberté certes provisoire, mais immédiate, avec une caution, bien entendu, dont Charles Trenet va payer une partie. Elle sera libérée après 57 mois d'emprisonnement, donc. Et puis arrive le dernier procès, celui de l'automne 1961 à Bordeaux. La culpabilité de l'accusé n'est toujours pas prouvée, nous dit Dominique Roger dans Détour en Histoire. Les doctes médecins continuent de batailler en deux vaines et assommantes querelles d'experts qui ne font que propager encore un peu plus le doute. Cette fois, l'opinion publique n'en peut plus. Un élan de compassion se lève envers celle qu'on appelle la bonne dame de Loudun. La longueur du procès, le dépérissement des preuves, l'attitude des médecins experts, une défense qui fait valoir des erreurs dans l'étiquetage des relevés toxicologiques, la mort d'Auguste Massip, autant de faits qui aboutissent le 12 décembre 1961 à l'acquittement de Marie Besnard, qui donc est libre. C'est quand même une histoire incroyable. On est parti de rumeurs, on est parti d'accusations dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'étaient pas du tout étayées. Et puis à partir de tout ça, on a créé tout un faisceau de suspicions en quelque sorte concernant, rappelons-le, la mort du second mari de Marie Besnard. Et puis on s'est dit, mais après tout, si c'est une empoisonneuse, en plus on est à Loudun, c'est incroyable, ça nous rappelle toute l'affaire d'Urbain Grandier et des possédés de Loudun sous le règne de Louis XIII, c'est un peu la même affaire. C'est-à-dire qu'on se dit, mais si elle a empoisonné, alors elle a dû en empoisonner d'autres. D'où cette histoire de fil en aiguille, on se rend compte que cette femme aurait pu assassiner sa famille, sa belle famille, les amis proches, les amis de la belle famille, enfin pourquoi pas tout un village. Et on va donc la juger
3 procès, et ça paraît complètement incroyable, 3 procès dont le premier n'aboutit qu'à une querelle d'experts absolument vaine, dont le second se trouve être interrompu, si l'on peut dire, faute de preuves et d'éléments suffisamment solides pour étayer le point de vue d'un jury d'assises, avec en plus ce mouvement d'opinion. Faut pas oublier le rôle qu'a joué Frédéric Potcher à l'époque, bien entendu. N'oublions pas qu'on est à la grande époque d'Europe numéro 1 et que Frédéric Potcher va bien entendu créer une sorte d'empathie et même de courant de sympathie pour la bonne dame de Loudun. Et puis donc après la libération de Marie Bénard, ce 3e procès qui aboutit à un acquittement. Vous avouerez que c'est quand même un peu fort. Jacqueline Favreau-Colombier raconte: Marie tombe dans nos bras. Marie dira qu'elle était comme ivre. Marie clame merci, c'est le cri du cœur. Nous aussi nous sommes ivres de joie. La marchande de fleurs a vendu tous ses bouquets. Marie sort de son box, les violettes à la main. Même si c'est un soulagement, elle n'en reste pas moins tout à fait peinée, parce qu'elle dit que elle a bien été acquittée faute de preuves. C'est écrit noir sur blanc dans le verdict de la cour d'assises de Bordeaux. Faute de preuves, ça veut dire, et elle s'en plaindra constamment, on ne m'a pas reconnue innocente. C'est bien toute la question de cette affaire sur laquelle on a constamment envie de revenir, bien entendu. Elle mourra vieille, Marie Bénard, il faut dire, à l'âge de 83 ans. C'était en 1980. Et à cette époque-là, comme on dit dans ce genre de circonstances, la bonne dame emporte son secret avec elle dans la tombe. Stéphane Bourgoin et Dominique Roger sont là. Bonjour messieurs. Dans un instant avec vous, nous allons revenir bien sûr sur l'affaire Marie Bénard, mais sur toutes sortes d'autres criminels beaucoup plus certains que la bonne dame de Loudun. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des plus grands criminels de l'histoire avec vos invités, Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série, et Dominique Roger, rédacteur en chef du magazine Détour en Histoire. Alors Dominique Roger, vous nous faites une galerie de portraits absolument inouïe. Il y a Jack l'éventreur, il y a les sœurs Papin, il y a Vacher, l'étrangleur des grands chemins, il y a même un souverain, le roi Henri VIII, des espèces de despotes sanglants. Bon, tout ça, ce sont des criminels avérés, quoique dans le cas d'Henri VIII, il a utilisé l'appareil d'État pour se venger de ses femmes infidèles, en quelque sorte. On peut pas tout à fait lui parler d'un criminel, quoique. Mais Marie Bénard, vous avouerez que là, la question se pose. On ne peut pas tout à fait la ranger dans la même catégorie. Bonjour Franck. Oui, c'est vrai qu'on a une fresque chronologique importante puisqu'on part d'une première empoisonneuse Locuste, donc on est au 1er siècle après Jésus-Christ, pour arriver à la dernière empoisonneuse traitée dans le magazine, qui est donc Marie Bénard. Ce qui est curieux pour Marie Bénard, j'en parlais avec Stéphane avant d'arriver, c'est cette dilution du procès dans le temps. On voit comment elle se transforme, évidemment, elle vieillit, elle prend elle a une autre physionomie, et que dès le départ, on a parlé de Frédéric Potcher, mais il y a aussi Pierre Cise, qui était un des grands chroniqueurs, qui ont un peu au départ l'intime conviction qu'elle serait sûrement coupable, et puis retournement de situation, Frédéric Potcher, qui est ému au dernier procès, au 3e, je crois, est tellement ému de voir... mais ça vient plus tôt, dans son cas. Même au 2e, oui. Marie Bénard, là, c'est plus la Lucrèce Borgia du Poitou, c'est la bonne dame de Loudun, fait un malaise. Et il est très touché de ce malaise. Et d'un seul coup, son intervention donc sur la première chaîne de télé, je crois qu'il y en avait qu'une à l'époque, c'était avant c'était la RTF. La RTF, bien avant le RTF. Et là, il dit... Mais non, cette femme ne peut pas être coupable. Et on voit comment l'opinion publique se retourne avec on connaît le talent d'orateur de Frédéric Potcher, son talent de conviction. Et là, c'est marrant de voir comment un procès qui s'est étiré dans le temps marque tout à fait des changements d'opinion. Oui, et moi, ce qui m'amuse, c'est que tant d'années plus tard, cette affaire n'est pas réglée. Si vous voulez vous amuser, vous avez qu'à lancer la discussion en famille et vous verrez que les gens ont des avis différents sur Marie Bénard. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Stéphane Bourgoin ? Alors déjà, ce qui est fabuleux, c'est quand on va aussi sur le site de l'INA, on trouve beaucoup d'images et d'interventions en direct aussi de Frédéric Potcher, qui avec le temps sont vraiment encore très puissantes avec son parler très spécifique. Ce qui me frappe, moi aussi, c'est que
On s'est rendu compte par la suite aussi, vous parliez elle est partie dans la tombe, mais les tombes à Loudun et le cimetière étaient particulièrement, on s'en est rendu compte par la suite, saturés d'arsenic à cause du sulfatage qui était régulièrement versé sur ce cimetière. Et donc on peut penser que ce taux anormal d'arsenic qu'on a retrouvé chez un certain nombre de victimes, ça pourrait venir, ça pourrait être venu par des infiltrations aussi, puisque ça c'est lors du 3e procès. On a cette expertise qui le montre de manière tout à fait certaine. Mais alors, d'après vous, elle était coupable ou pas alors ? Alors, ce qui est quand même frappant, c'est qu'elle bénéficie quand même d'héritage d'un certain nombre de ces personnes qu'elle aurait soi-disant tuées. Donc, elle avait quand même éventuellement un mobile pour ces Pour la meurtres. plupart d'entre eux, en tout cas. Pour la plupart d'entre eux. Hein. Pas pour... je crois qu'elle a profité financièrement d'au moins 7 de ces décès. Mais... bon, elle est acquittée au bénéfice du doute, comme vous le dites, et elle est donc... Comme on dit, l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire que on peut commencer par empoisonner pour des raisons vraiment essentielles ou nécessaires, si je puis dire, et puis on se rend compte que c'est assez facile, et alors là, ça peut donner des idées. Ensuite, ça devient un véritable crime crapuleux, c'est autre chose. L'arsenic est le poison des femmes empoisonneuses, et notamment des veuves noires, pendant plusieurs siècles, hein. Notamment toute l'époque victorienne, il y a eu un grand nombre de meurtrières en série. Oui, on parle presque toujours de femmes quand on parle de poison, c'est intéressant ça. Et quasiment l'arme des meurtrières en série, des veuves noires, des infirmières de la mort, alors que le poison est très peu utilisé par les hommes. C'est curieux ça. Hein. Plus de 80% des homicides à travers le monde sont commis avec des armes à feu. Mais pour les femmes, c'est le poison, l'injection létale, la suffocation ou l'asphyxie. Alors quelle est justement la proportion parmi ces tueurs en série d'hommes et de femmes ? C'est la même proportion d'hommes et de femmes qui ne tuent qu'une fois aussi. C'est 82 à 85% d'hommes par rapport aux femmes. Ah oui. Et donc si le meurtre est une affaire masculine, disons-le. Oui, et si on parle de tueurs en série, ce qui est très frappant, c'est que les tueurs en série masculins et leurs victimes ne se connaissent pas. Alors que pour les femmes, la meurtrière en série et la victime sont toujours dans un entourage proche. C'est soit leurs propres enfants, leur mari ou leurs compagnons, ou par exemple des infirmières de la mort, ou comme il y a 6 mois à Chambéry, cette aide-soignante qui travaillait dans un établissement gériatrique. Alors vous avez donné un entretien qui est l'entretien inaugural du magazine à Dominique Roger pour ce numéro sur les tueurs en série, et vous dites qu'en 35 ans vous avez interrogé 77 tueurs en série, les yeux dans les yeux un peu partout dans le monde. C'est incroyable. Vous avez vous-même une série de tueurs, si je puis dire. Oui, et puis certains entretiens, c'est quelquefois jusqu'à 400 heures avec un même individu. Notamment, je pense à Ed Kemper, qui a fait l'objet d'un roman de Marc Duguin, sur lequel j'ai longuement écrit. J'ai fait des documentaires aussi pour la télévision sur lui. 2,15 m, 160 kilos, un quotient intellectuel qui dépasse celui d'Einstein, et qui a inspiré justement l'écrivain Thomas Harris pour le personnage d'Hannibal Lecter. Pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, Stéphane Bourgoin, il faut peut-être dire ce qui vous a intéressé. Comment vous en êtes venu à vous pencher sur le cas des tueurs en série ? Tout simplement à cause d'un drame qui m'a touché personnellement, qui était l'assassinat et le viol de ma première compagne en 1976. Ça s'est déroulé en Californie et l'assassin a été arrêté 2 ans plus tard et il a avoué une dizaine de crimes de femmes supplémentaires. Et à cette époque-là, le concept de serial killer ou de tueur en série n'existait pas. Hein. Alors que la réalité, elle, était aussi vieille que l'histoire. Oui, oui, tout à fait. Hein.
J'ai fait un livre qui s'appelle 999 ans de serial killer, donc c'est vous dire à quel point on remonte dans le temps. Il y a Gilles de Rais, dont on parle dans le magazine, de toute façon, qui a combattu aux côtés de Jeanne d'Arc. Mais à cette époque-là, j'ai voulu obtenir des réponses, parce qu'en tant que partie civile, j'ai eu accès aux aveux du tueur, et ça m'a semblé être un crime sans mobile. Donc, un peu comme une certaine forme de catharsis, j'ai voulu en savoir plus parce que je me suis rendu compte qu'en 1978, il n'y avait absolument aucun livre, ni dans le monde anglo-saxon, ni en France, sur ce sujet. À partir de quand est-ce qu'on parle d'un tueur en série ? Il faut que la série compte combien d'individus, si je puis dire ? Alors, il n'y a pas de définition légale en France, par exemple, dans le code pénal, et dans la plupart des pays du monde. Il y a une définition par le FBI et les fameux profilers qu'on voit dans Esprit criminel ou d'autres séries. C'est au moins 3 meurtres avec un certain intervalle de temps entre chacun des crimes. Et moi, j'y ajoute au moins un mobile d'ordre psychologique. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant avec ce type de crime, c'est qu'il nous ramène à nos propres pulsions quand même, il faut le dire. On n'est pas du tout dans le crime ni accidentel, ni purement crapuleux, etc. On est dans quelque chose là qui prend de toute autre dimension et entraîne de toute autre résonance. Dans le petit édito que j'ai fait pour votre magazine, Dominique Roger, je dis qu'en fait, on pourrait dire que tous ces crimes et tous ces criminels nous ramènent à quelque chose de substantiellement humain, à la chair, au sang, à ce qu'il y a d'organique en nous, d'une certaine manière. Oui, alors peut-être qu'on a tous plus ou moins développé une fascination pour peut-être le morbide, mais c'est vrai que ces affaires criminelles passionne les foules. On voit comment à la porte de certains grands procès se bousculent des écrivains célèbres, se bousculent le bon peuple. Ils veulent aller voir à quoi ressemblent ces meurtriers, ces gens qui ont laissé libre cours à leur pulsion. Et je revenais juste un tout petit peu en arrière. Ce que ne dit pas Stéphane Bourgoin, c'est qu'a fréquenté ces 77 et autres grands tueurs en série, c'est pas toujours de tout repos, puisque je crois que là, même s'ils sont derrière les barreaux, vous avez eu affaire à eux, pas la vie en danger, mais en tout cas... J'en ai jamais rencontré, mis à part une exception, un tueur derrière une paroi vitrée, et une autre fois un tueur était menotté. La plupart des entretiens se passent assez bien, mais j'ai souvenir d'un entretien à la prison de Sing Sing, au nord de New York, où le tueur me menait en bateau, me mentait tout le temps. Donc j'ai essayé de provoquer une réaction et de le mettre en colère. Et je dirais que j'ai trop bien réussi, puisqu'il a sauté par-dessus la table pour tenter de me tuer, quoi. D'autres fois, j'ai les tueurs aussi qui pendant... une prison en Floride, pendant 3 jours, le tueur m'a constamment craché dessus. Donc il faut pas réagir, faut garder son calme, parce qu'il tente de vous provoquer, mais j'avoue que c'est pas toujours très simple. Ce ne sont pas des enquêtes de tout repos. Les tueurs en série dont nous allons parler maintenant sont nettement plus reposants, puisqu'ils sont morts depuis longtemps. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Un court extrait de la bande originale du film From Hell, composé par Trevor Jones. Les tueurs en série sont au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série, et Dominique Roger, rédacteur en chef du magazine Détour en Histoire. Alors, je vous propose, si vous voulez, Dominique Roger, de feuilleter un peu ce grand dossier que vous consacrez aux tueurs en série. Alors, ça commence par une empoisonneuse, justement, par Locuste. Exactement, oui, Locuste. Donc, on est au 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc, cette empoisonneuse va faire ses classes dans une école où je crois qu'Apollodore de Pergame, qui lui apprend vraiment à concocter des poisons. Donc, l'arsenic là aussi est très présent. Et ensuite, elle va avoir un peu pignon sur rue et elle va être embauchée en quelque sorte par Agrippine
Agrippine qui c'est veut un peu la voisin de l'Antiquité, on pourrait dire. Oui, ça pourrait ressembler. Et donc, Agrippine lui dit, si on pouvait se séparer de l'empereur romain Claude, ça serait très bien. Comme ça, à la place, elle mettrait son fils, Néron, et tout irait bien. Et donc, elle va réussir son coup. Ensuite, il y aura Britannicus. Enfin, il va y en avoir un certain nombre, comme ça. Et puis, elle finira par tomber, parce qu'un certain empereur lui dira j'ai plus besoin de vos services. Alors, oui, je passe sur Attila, parce qu'Attila, là encore, on est dans le cadre, c'est un chef d'État, c'est un peu différent. Gilles de Rais, là, on est dans l'horreur, c'est presque le mal pour le mal. Ça nous rapproche de cas beaucoup plus contemporains, ça, en fait. Oui, alors, j'allais dire que sa carrière avait bien commencé, un compagnon de Jeanne d'Arc, fait d'armes durant la guerre de 100 ans, il est fait maréchal de France, enfin tout va bien. Et puis il se pique de vouloir faire de l'alchimie, de trouver la pierre philosophale. Et là, il lui faut du sang frais, il lui faut du sang d'enfant. Et je pense aussi qu'il avait des pulsions sexuelles à assouvir. Et donc il va. Oui, ce sont des pulsions qu'on appellerait nous sadiques aujourd'hui, totalement, qui à l'époque n'étaient peut-être pas qualifiées comme ça, mais qui vont l'entraîner à tuer un très grand nombre d'adolescents. Est-ce que dans les deux cas, là, Locuste et Gilles de Rais, on pourrait parler de tueurs en série, Stéphane Bourgoin ? Parce que on connaît bien aussi l'adolescence de Gilles de Rais, et il commence déjà très jeune par des crimes sexuels, viol, meurtre, avant de s'attaquer à des enfants. Parce que on ne naît pas tueur en série, on le devient en franchissant un certain nombre de paliers. Il y a quelque chose de fascinant dans ces destins. Les deux chapitres suivants sont sur Vlad l'Empaleur, celui qui va donner naissance à la légende de Dracula, et puis sur Erzsébet Báthory, qui est cette espèce de saigneuse, il n'y a pas d'autre mot, qui prenait des bains de sang de jeune vierge, enfin qui était un personnage d'une violence sans exemple. Et entre nous soit dit, moi ça m'intéresse et ça m'étonne, Dominique Roger. Ces deux sujets sont les deux émissions Au cœur de l'histoire, où vous êtes conscient qu'on en a fait quelques centaines et même milliers maintenant, sont les deux émissions qui ont eu le plus de succès. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'il faut des tonnes d'hémoglobine pour captiver les auditeurs ? Voilà, sur ces deux cas-là, c'est vrai on culmine. Je ne sais pas si on peut mettre une échelle de valeur dans les atrocités, mais là on est vraiment dans le sang, c'est les bains de sang. D'ailleurs, Báthory, c'est ce qu'elle aimait faire. Alors, ce qui est un peu curieux de voir, c'est que donc ce Bessarabe, Dracula, c'est un personnage qui a été totalement réhabilité dans son pays d'origine. On l'a repris comme héros national. Oui, il est devenu un grand chef de guerre, un stratège, et on dit que finalement, les atrocités qu'il a fait commettre, parce que là encore, on est dans le cas d'un chef de guerre, c'est pas lui qui... Quoique, dans son cas, c'est un peu discutable, mais en tout cas, les atrocités en question auraient eu un sens et une utilité politique, serait-on tenté de dire aujourd'hui. On peut toujours justifier ça après coup comme ça, c'est sûr. Alors, celui qui arrive ensuite, c'est le saint patron des tueurs en série, c'est évidemment Jack l'Éventreur, dont on reparle considérablement là depuis quelque temps, Stéphane Bourgoin. On ne parle plus que de lui depuis 2 mois. Oui, puisqu'on a prétendu l'avoir identifié de manière définitive, 125 ans plus tard, avec un morceau de châle qui appartient à quelqu'un qui a écrit un livre sur Jacques l'Éventreur et qui aurait fait des recherches ADN sur ce châle. Ouais. Or, il se trouve que la maison Sotheby... Ici, on n'y a jamais cru, je précise. On a fait une déclaration tout de suite pour dire Oui, moi non plus. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, Le Livre rouge de Jacques l'Éventreur. Ce châle, déjà, est d'origine très douteuse, puisque d'après des experts comme Sotheby, c'est un châle de l'époque édouardienne, qui aurait été fabriqué après 1900. Or, les crimes de Jacques l'Éventreur, c'est les années 1888. Oui, c'est ça. L'auteur prétend que le châle n'a jamais été manipulé. Or, quand on tape le nom de cet auteur avec le châle, vous obtenez sur des moteurs de recherche au point de vue Google Images, des dizaines de photos où il est avec ses copains en train de manipuler, de tripoter le châle en question. Et d'un point de vue chronologique, il aurait appartenu à une prostituée, Catherine Eddowes, le 4e meurtre de Jacques l'Éventreur.
Elle a été tuée entre 1h31 et 1h35 du matin. Là, c'est très précis d'après les témoignages. Et dans ces 4 minutes, Jacques Léventreur la tue, découpe et emporte certaines parties du corps. Et à ce moment-là, un policier, dont le commissariat est à 45 minutes de l'endroit, se serait emparé de ce châle, qui ne figure nullement dans la liste des objets répertoriés par la police de Scotland Yard. Oui, ça paraît tout ça un peu, c'est le cas de dire, très tiré par les cheveux. Si l'affaire de Jack Léventreur a un tel écho chez tout le monde, c'est parce qu'il y a tout, là, tous les ingrédients sont réunis. D'abord, le climat, l'ambiance, ces brumes de Londres, dans les bas-fonds de la Londres victorienne. En fait, il n'y a jamais eu de brume pendant aucun des meurtres. Des meurtres, mais on les met dans les films et dans tout ça. Il y a évidemment la gratuité de ces meurtres, il y a leur caractère quasiment chirurgical, l'effroi considérable que peut susciter la boucherie mise en œuvre, et puis leur régularité, et puis bien sûr, ne l'oublions pas, et c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus ici, la dimension énigmatique. Car même si des thèses très convaincantes et très intéressantes ont été mises en avant, pour l'instant, personne ne peut dire à coup sûr qu'il sait qui était Jack Léventreur. Non, on ne peut pas le dire, franchement. Moi-même, je termine mon livre par un point d'interrogation, mais en mettant à mal toutes les théories farfelues. Et je pense aussi l'importance des médias à cette époque-là. Il y a plus d'une centaine de quotidiens. Bien sûr. Et le surnom donné... Jack the Ripper, qui a d'ailleurs donné, Léventreur, ce qui a donné en anglais le terme de ripperologue, c'est-à-dire il y a des spécialistes de la question en fait. Alors que son surnom au départ dans les médias était tablier de cuir. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu des milliers de livres, d'émissions, de films avec quelqu'un, un tueur surnommé tablier de cuir? Je ne pense pas. Un peu moins sans doute. Votre ouvrage s'appelle Le Livre rouge de Jack Léventreur, c'est une nouvelle édition, il a été réactualisé chez Point. Et puis en même temps, vous sortez aux éditions Ring Qui a tué le Dahlia noir, avec ce sous-titre qui m'intéresse beaucoup, L'énigme enfin résolue. Oui, parce que c'est probablement le plus grand cold case, meurtre non élucidé américain, qui date du 15 janvier 47. 1947, c'est un sujet contemporain. Et tenez-vous bien, quand un journal local sort son édition spéciale le jour même, c'est la 2e meilleure vente de toute l'histoire de la presse américaine, devant Pearl Harbor, devant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais dès le départ, l'enquête est polluée par des journalistes qui sont beaucoup plus malins que les policiers, qui vont interroger la mère de la victime, s'emparer des objets de la victime, interroger le principal suspect avant les policiers. Donc les policiers ont décidé d'une chose qui est très rare aux États-Unis. Ils ont toujours gardé secret à ce jour le rapport d'autopsie. Je vais vous faire une proposition malhonnête, Stéphane Bourgoin, car il est quasiment l'heure de rendre l'antenne. Ce que je vous propose, c'est de venir nous parler de cette affaire du Dahlia noir au tout début de l'année prochaine, car c'est une très grande enquête historique et vous êtes arrivé au bout de cette enquête. Ça, c'est formidable. 15 ans. Voilà. Merci infiniment d'être venu avec Dominique Roget qui nous apporte donc cette nouvelle livraison foisonnante de détours en histoire. Il n'est pas question uniquement d'ailleurs de criminels et de tueurs en série dans ce numéro. On parle des Mayas notamment. Vous avez également une carte Michelin détachable des 5 itinéraires majeurs et avec tous les chemins secondaires de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je le signale parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont passionnés par cette affaire de Saint-Jacques-de-Compostelle sur laquelle on va d'ailleurs revenir un de ces jours. Donc détour en histoire et dans tous les kiosques, c'est le numéro 7. Merci beaucoup Dominique Roget. Merci. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Jean-Baptiste. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission et il voudrait avoir des précisions sur les mariages morganatiques. Le mariage morganatique, en voilà bien un terme. C'est un terme de droit germanique. Morganatique, c'est dérivé directement de Morgengabe. Morgengabe, c'est de l'allemand. Gabe, c'est le don, c'est le cadeau, si vous voulez. Et Morgen, c'est le matin. C'est le don que faisait le mari à sa femme le lendemain du mariage. Un don fait en échange de tout droit de la femme sur les biens de son mari. On est dans le vieux droit germanique. C'est très intéressant parce que c'est exactement
exactement ça, un mariage morganatique. On a tendance à dire c'est un mariage de la main gauche. C'est pas tout à fait ça. En vérité, c'est un mariage qui est officiel, qui présente tous les caractères légaux d'un mariage, mais, et ça c'est une nuance très importante, qui va exclure l'épouse et les futurs enfants du couple des titres et des dignités et des biens du mari en cas de séparation, en cas surtout de veuvage. C'est tout à fait fondamental dans le cas des familles royales ou princières régnantes, bien entendu. Parce que lorsqu'un prince veut épouser une bergère, si je puis dire, il a le droit de le faire au regard de la religion, il va se marier, etc. Mais la bergère en question, je parle là des siècles anciens, hein, puisque aujourd'hui ça ne dérange plus personne. Mais à l'époque, au regard du droit, la bergère en question ne pourra pas être dynaste et ses enfants surtout ne pourront pas prétendre régner. C'est ça qui est fondamental. On a 2 très célèbres exemples de mariage morganatique. Le plus célèbre en France, c'est celui de Louis XIV avec Madame de Maintenon, bien entendu. On présente parfois Madame de Maintenon comme une favorite de Louis XIV. Non, elle était son épouse, mais une épouse morganatique, c'est-à-dire ce qui ne lui donnait aucun droit sur la couronne, bien entendu, même si elle a essayé dans les dernières années du règne de récupérer certaines choses pour ses protégés, d'une part. Et puis le deuxième grand mariage morganatique, bien entendu, c'est celui de l'archiduc François Ferdinand avec Sophie Chotek. Ça, c'était dans la Vienne des Habsbourg, et on en parle beaucoup en ce moment parce que on vient de célébrer le centenaire de l'assassinat de ses époux morganatiques à Sarajevo, bien entendu, en 1914.